James Baldwin, si Beale Street pouvait parler. Traduit de l'anglais États-Unis par Magali Berger, édition Stock, édition originale 1974. Ayoran. Mary, Mary, comment vas-tu appeler ce joli petit bébé? Première partie, préoccupé par mon âme. Je me regarde dans la glace. Mon vrai prénom est Clémentine. Ce serait donc logique qu'on m'appelle Clem. Et même, après tout, Clémentine, puisque c'est mon nom. Mais pas du tout. On m'appelle Tiche. C'est peut-être logique aussi, en un sens. Je suis fatigué et je commence à croire que tout ce qui arrive est logique. Parce que sinon, ça pourrait pas arriver. C'est affreux de penser ainsi. Ce doit être à cause de tout ce malheur, qui lui, n'est pas logique du tout. Aujourd'hui, je suis allé voir Fonny. À lui non plus, ce n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Alonso. Ce serait logique qu'on l'appelle Lonnie. Mais nous avons toujours dit Fonny. Alonso Hunt, c'est son nom. Je connais Fonny depuis toujours. Je l'appelle Alonso seulement quand j'ai une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Aujourd'hui, j'ai dit Alonso. Il m'a regardé, de ce regard aigu qu'il a quand je l'appelle par son nom véritable. Il est en prison. Nous étions dans une pièce, chacun sur un banc, avec une tablette devant nous, séparée par une cloison de verre. Comme on ne peut pas se parler à travers cette cloison, chacun a un petit téléphone. Je me demande pourquoi les gens baissent toujours les yeux quand ils parlent au téléphone. Il ne faut pas oublier de regarder la personne à qui on parle. Moi, maintenant, je n'oublie jamais parce que Fonny est en prison et que j'aime ses yeux et que chaque fois que je le vois, j'ai peur que ce soit la dernière. Alors, dès que j'arrive, je décroche le téléphone et je le regarde. J'ai donc dit « Alonso ». Il a baissé les yeux, puis les a levés, a souri et, la main crispée sur le téléphone, a attendu. Je ne souhaite à personne d'être obligé de regarder un être aimé à travers une vitre. Je ne l'ai pas dit comme j'avais prévu de le dire. J'avais prévu de parler d'une voix dégagée pour ne pas le bouleverser, pour qu'il comprenne qu'il n'y avait pas la moindre accusation dans mon cœur. Car je le connais bien. Il est très orgueilleux et s'inquiète beaucoup. À bien y penser, je sais, mais lui ne s'en rend pas compte, que c'est surtout pour ça qu'il est en prison. Il se fait déjà trop de soucis. Je ne veux pas qu'il en ait d'autres, à cause de moi. Je ne voulais même pas lui en parler. Mais je savais que je devais le faire. Il fallait qu'il le sache. Je me disais aussi que quand il aurait fini de se faire du souci, quand il serait couché tout seul la nuit, seul avec lui-même, peut-être que tout au fond de son cœur, quand il y penserait, il serait content, et ça l'aiderait. J'ai dit « Alonso, nous allons avoir un bébé ». Je l'ai regardé, j'ai souri, je m'en souviens. On aurait dit que son visage s'enfonçait dans l'eau. Je ne pouvais pas le toucher. Je souhaitais tant le toucher. J'ai souri encore, mes mains sur le téléphone sont devenues moites, et pendant un instant, je n'ai plus vu son visage. J'ai secoué la tête, mon visage aussi était moite. Et j'ai dit, je suis contente, je suis contente. Ne t'inquiète pas, je suis contente. Mais il était loin de moi maintenant, il s'était retiré tout au fond de lui-même. J'ai attendu qu'il revienne. J'ai vu la question traverser son visage. Un bébé de moi? Je m'y attendais. Je ne veux pas dire qu'il doutait de moi, c'est une réaction normale chez un homme. Pendant ces quelques secondes de séparation, le bébé est devenu la seule chose réelle au monde, plus réelle que la prison, plus réelle que moi. J'aurais dû le préciser, nous ne sommes pas mariés. C'est moins important pour moi que pour Fonny, mais je le comprends. Nous allions nous marier quand il a été arrêté. Fonny a 22 ans, moi 19. Il a posé cette question stupide. « Tu en es sûr ?» « Non, je n'en suis pas sûr, je m'amuse à te taquiner. » Alors il a souri. Il a souri parce que maintenant il savait. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» a-t-il demandé comme un petit garçon. Eh bien, comme nous n'avons pas l'intention de le noyer, il ne nous reste qu'à l'élever, je suppose. Fonny s'est renversé en arrière et a éclaté de rire. Il a ri tellement qu'à la fin les larmes coulaient sur son visage. Alors j'ai compris que le mauvais moment que je redoutais tant était passé. Franck est au courant, a-t-il demandé. Franck est son père. Pas encore. Et tes parents? Non plus, mais ne t'inquiète pas. Je voulais te l'annoncer d'abord à toi. Bon, a-t-il dit, un bébé. Je suppose que c'est logique. Il m'a regardé puis a baissé les yeux. Que vas-tu faire, sérieusement? Ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je travaillerai jusqu'au dernier mois. Ensuite, maman et ma sœur s'occuperont de moi, inutile de t'inquiéter. De toute façon, nous t'aurons sorti d'ici là. Tu es sûr de ça? Avec son petit sourire. Évidemment, j'en ai toujours été sûr. Je sais ce que signifie ce sourire,
Mais je ne peux pas me permettre d'y penser, pas maintenant, devant lui. Il faut que je sois sûr. Le gardien s'est approché de Fonny. C'était l'heure. Fonny a souri et a tendu le poing, comme chaque fois. J'ai tendu le mien, et Fonny s'est levé. Je suis toujours surprise ici de voir combien il est grand. Bien sûr, il a perdu du poids et ça le fait paraître encore plus grand. Il s'est dirigé vers la porte, l'a franchie et elle s'est refermée sur lui. J'ai eu un vertige. Je n'avais guère mangé depuis le matin et il se faisait tard. Je suis sorti à mon tour et j'ai traversé ces immenses corridors que j'en suis venu à détester. Des corridors plus vastes que tout le Sahara. Le Sahara n'est jamais vide, ces corridors non plus. Si vous traversez le Sahara et si vous tombez, les vautours se mettent à tourner au-dessus de vous. Ils guettent votre mort. Ils tournent de plus en plus bas. Ils attendent. Ils savent. Ils savent exactement quand votre chair est prête, quand l'âme ne peut plus lutter. Les pauvres n'en finissent jamais de traverser le Sahara. Et les avocats, les bondsmen et toute la clique tournent au-dessus d'eux, exactement comme des vautours. Oh, ce n'est pas qu'ils soient plus riches que les pauvres, c'est même pour ça qu'ils sont devenus vautours, éboueurs, videurs de poubelles obscènes, y compris ceux qui sont noirs, et qui, de bien des façons, sont pires que les autres. Personnellement, j'aurais honte, je crois. Mais j'ai été amené à réfléchir à tout ça, et maintenant, je n'en suis plus si sûr. Je me demande ce que je ne ferai pas pour sortir Fonny de prison. Je n'ai jamais rencontré de honte ici, à part des hontes comme la mienne, celle de dames noires, pauvres mais dignes, qui quand elles s'adressent à moi disent « ma fille », et celle des fiers portoricains, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Les gens à qui ils s'adressent ne parlent pas espagnol, et qui sont honteux de voir des êtres chers en prison. Ils ont tort. Ce sont les gens responsables de ces prisons qui devraient avoir honte. Moi, je n'ai pas honte de Fonny. Au contraire, je suis fier de lui. C'est un homme. Ça se voit à la façon dont il a encaissé toute cette saloperie. Quelquefois, je l'avoue, j'ai peur, parce que personne ne peut encaisser éternellement toutes ces saloperies qu'ils nous font. Dans ces moments, il faut se donner comme but de tenir jusqu'au lendemain. Si on pense trop loin, si on essaye seulement de penser au-delà du lendemain, on est fichu. Parfois, je rentre à la maison par le métro, parfois en autobus. Aujourd'hui, j'ai pris l'autobus parce que le trajet est un peu plus long et que je voulais avoir du temps pour réfléchir. Les ennuis, ça a un drôle d'effet sur l'esprit. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a des jours où on a l'impression d'entendre les gens, de leur parler, de faire son travail, en tout cas le travail se fait, mais en réalité, on n'a vu ni entendu personne. Et si quelqu'un vous demandait ce que vous avez fait ce jour-là, on serait incapable de répondre immédiatement. Mais en même temps, ce même jour, et c'est ça qui est difficile à expliquer, on voit les gens comme on ne les avait jamais vus avant. Ils deviennent lumineux. Ça vient peut-être de ce que vos ennuis vous font voir les gens d'une autre façon. Vous vous interrogez davantage sur eux, mais d'une manière différente. Et cela les rend étranges à vos yeux. Et aussi vous avez peur parce que vous ne savez plus si vous pouvez compter sur eux pour quoi que ce soit. D'ailleurs, même s'ils voulaient vous aider, que pourraient-ils faire ? Impossible de dire à quelqu'un dans cet autobus « Écoutez, Fonny a des ennuis, il est en prison ». Essayez d'imaginer ce que les gens dans cet autobus me diraient s'ils apprenaient de ma bouche que j'aime quelqu'un qui est en prison. Et il n'a commis aucun crime, je le sais, s'il vous plaît, aidez-moi à le sortir de là. Essayez d'imaginer ce qu'ils diraient. Que diriez-vous, vous ? Impossible de leur avouer, j'attends un bébé de lui et j'ai peur. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose au père de mon bébé. Ne le laissez pas mourir en prison, je vous en prie. Impossible de dire ça. Ce qui signifie que vous ne pouvez rien dire. Les ennuis, ça signifie qu'on est seul. Alors vous restez assis à regarder par la fenêtre de l'autobus et vous vous demandez si vous allez passer toute votre vie à faire ces allers-retours dans cet autobus. Mais que deviendra votre bébé ? Que deviendra Fonny ? Et si vous avez jamais aimé cette ville, votre amour est bien mort maintenant. Si un jour je m'en sors, si nous nous en sortons, je ne remettrai plus les pieds dans cette partie de New York, je le jure. Peut-être l'aimais-je avant, il y a bien longtemps, quand papa nous y emmenait, ma sœur et moi. Nous regardions les gens et les bâtiments, et papa nous nommait les monuments et les endroits célèbres. Et nous allions parfois à Battery Park, manger des hot dogs et une glace. C'étaient des journées merveilleuses qui nous remplissaient de bonheur. Mais c'était à cause de notre père, pas de la ville. Parce que nous savions que notre père nous aimait. Maintenant, je peux dire, parce que j'en ai acquis la certitude, que la ville ne nous aimait pas. Les gens nous regardaient comme si nous avions été des zèbres. Or, il se trouve que certains aiment les zèbres et d'autres pas. Mais on ne demande jamais son avis aux zèbres. Je ne connais guère d'autres villes, c'est vrai, seulement Philadelphie et Albany, mais je suis sûr que New York est la ville la plus laide et la plus sale du monde. On y trouve les bâtiments les plus laids et les gens les plus mesquins, et les pires flics à coup sûr. S'il existe un endroit plus horrible que New York, il doit ressembler à l'enfer et empester la chair grillée. Et justement, c'est exactement l'odeur de New York en été.